Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, fêtons ensemble les 40 ans d'un film culte, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de son auteur britannique Terry Gilliam, à savoir Brazil, sorti en 1985, coproduction avec les États-Unis, studio Universal, ça n'a pas été simple pour son auteur, et on peut considérer cette œuvre comme le deuxième volet non officiel, si vous voulez, d'une trilogie sur l'imaginaire. Avant, il y a eu Time Bandit, et après, il y aura les aventures du baron de Munchausen, avec le même co-scénariste, Charles McKeown. On peut voir certains ponts, évidemment. Plus entre Brazil et Munchausen qu'avec Time Bandit, et encore, ça peut se défendre. Brazil, c'est aussi, quelque part, le début d'une autre trilogie, pas plus officielle que l'autre, en mode dystopie, puisqu'il fera par la suite L'Armée des 12 singes, qui est probablement mon Terry Gilliam préféré, et je ne l'ai toujours pas évoqué sur la chaîne, et Zéro Théorème, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, vidéo à la pluie. Au casting, pour interpréter le héros guilliamien par essence, sorte de Don Quichotte, d'ailleurs, c'est Jonathan Pryce qui sera son Don Quichotte dans son dernier film à date. Ben oui, parce que dans l'œuvre de Terry Gilliam, il y a toujours cette quête compliquée, ce combat contre les moulins à vent, puisque c'était son obsession déjà, à l'époque probablement, imaginer faire un film sur ce héros mythique. Bon, à ses côtés, là, à Jonathan Pryce, nous avons Robert De Niro, qui apparaît 10-15 minutes à l'écran, et encore, il recevra un salaire plus important que Pryce. Ouais, évidemment, c'était une star à l'époque. Il joue Harry Tuttle, le personnage qui est un petit peu à l'origine de tout ce bazar, et qui va agir comme une forme de super-héros, assez étrange. Super Mario, mais autrement, parce que c'est une sorte de plombier avec une moustache, mais c'est très amusant ça. Citons aussi les présences de Kim Greist, Catherine Hellmund ou Ian Richardson, Ian Holm aussi, qui est là, présent au début, ainsi que Bob Hoskins, ou encore le comparse de Terry Gilliam, chez les Monty Python à l'époque, Michael Palin, Jim Broadbent, aussi plus jeune que l'on voit. Bref, beaucoup de beau monde pour une œuvre de dystopie, vous l'avez compris, sortie un an après 1984, vous le voyez le clin d'œil, évidemment, au roman célèbre de George Orwell. On peut imaginer qu'ici c'est une relecture de celui-ci, pas vraiment une adaptation. Le titre de base devait d'ailleurs faire un vrai clin d'œil, mais ça a été compliqué. Bon, tant mieux, parce que finalement, c'est sorti en 1985, et pas en 1984. Voilà, ça simplifie les choses, les petits retards de production. Et on va suivre Sam Laurie, qui est un des rouages du système, un bureaucrate qui travaille pour, on va dire, le régime totalitaire en place, et qui, un beau jour, va devoir sauver une situation assez rocambolesque. Puisque normalement, cet état ne se trompe jamais. Mais là, il y a eu une erreur humaine à cause d'une mouche, on y reviendra un peu, qui fait que la mauvaise personne a été arrêtée et tuée. Donc il faut compenser un petit peu les dégâts, ce qui est difficile, vu que là, l'erreur elle a été fatale. Et Sam Laurie doit rencontrer la veuve avec son fils, c'est très compliqué. Il est confronté pour la première fois à la réalité du terrain, en vrai, lui qui est donc dans le système, et qui ne peut trouver refuge hors de celui-ci qu'à travers certains rêves que l'on voit. Un rêve où il est le héros, qui ne l'est pas, qui va essayer d'être dans le film, mais c'est un peu une chimère, où il va sauver une princesse, une jeune femme, voilà, qu'il va rencontrer en vrai. Et c'est là où c'est assez étrange. Comme une prémonition, en fait, en menant cette enquête, enfin en allant voir la veuve et tout, il s'avère que la voisine du dessus, qui apparaît donc sur l'éclat d'un miroir, ressemble, comme deux gouttes d'eau, à Princess Bride. Je dis ça parce que je crois que le chef décorateur a bossé sur Princess Bride après, et c'est très amusant, ce hasard. Bon, rien à voir avec Princess Bride en vrai, mais la princesse, donc forcément. Et Sam va tout faire pour que cette jeune fille, qui va être associée évidemment à l'antisystème d'une certaine façon, puisqu'elle veut aider la veuve, enfin bon, la voisine quoi, va tout faire pour la sauver, et puis surtout pour l'aimer, pour qu'il soit aimé en retour. Bref, il force un peu, assez forceur, il la suit, et elle a du mal quand même à lui faire confiance et tout, puis finalement, peut-être qu'il va arriver à vivre cet amour. Mais l'essentiel est probablement ailleurs, puisque Terry Gilliam nous plonge surtout dans un univers qui pourrait être un jour le nôtre, dans un futur sans vrai ancrage temporel, presque rétro-futuriste par moment, parce qu'il y a des inspirations à la Métropolis, un peu mode film noir et tout, c'était très à la mode à l'époque, on est quand même 3 ans après Blade Runner, Et on va surtout comprendre que tout cela est futile. C'est le fameux Don Quichotte, c'est-à-dire que cette quête qu'il mène, au final, ne peut le mener qu'à une déception. Quoique, je ferai une zone spoiler à la fin,
a peut-être une double interprétation, une interprétation assez douce amère qu'on peut en faire. Bref. Et Sam est aidé de temps en temps donc par ce monsieur Harry Tuttle qui était visé par l'enquête administrative et que la mouche a fait sauver d'une manière ou d'une autre en le confondant avec une autre personne innocente qui elle a tout pris. Alors déjà c'est la 3e ou 4e fois, peut-être 4e hein, que je vois ce film. J'ai un rapport particulier avec celui-ci parce que par exemple, même s'il ne faut pas faire de comparaison, je lui ai toujours préféré l'Armée des 12 singes. Et pourtant, j'ai découvert Brésil à peu près à la même époque, à la télé sur Arte. Alors, je ne l'avais pas enregistré, alors que l'Armée des 12 singes, oui. Vous voyez, peut-être que ça tient à ça, en fait. Et bon, c'est pas que j'étais resté froid, c'était peut-être trop compliqué et foutraque pour moi à l'époque. Alors que l'Armée des 12 singes, oui, ça l'est, mais c'est plus... Il y a quelque chose de plus... J'ai envie de dire concret et moins fou, d'une certaine façon, qui m'avait beaucoup plus marqué et touché. Là, difficile de trouver des émotions aussi dans Brésil. Et c'est normal, parce qu'on est dans un monde totalement absurde, c'est kafkaïen, et il n'y a pas trop de place pour... Les sentiments sont là, mais on peut pas forcément y croire, parce que de toute façon, on sait que ces personnages sont perdus. Enfin, il y a une forme de... oui, de fatalité qui va se mettre en place. L'Armée des 12 singes, c'était plus subtil là-dessus. Après, je l'ai revu, et bon, j'apprécie Brésil, tout ça, et là, à force de le revoir, je l'aime vraiment bien, même... On peut le dire, je l'aime beaucoup. Alors, ça ne sera pas parmi mes Guillaume préférés, et encore, ça peut se défendre. Je veux, par exemple, revoir, pour peut-être encore plus préférer, les aventures du baron de Munchausen, qui m'avaient marqué, peut-être encore de façon plus aboutie, en tant que version de rêve et de chimère, et d'imagination surtout, que ce Brésil. Mais, ce qui est certain, c'est que c'est une pierre angulaire ultime du cinéma de Terry Gilliam, où il déploie son style. Alors évidemment, il l'a fait avant, notamment dans cette introduction du sens de la vie, je crois, hein, Monty Python, où c'est sa première réalisation solo, et déjà il annonce Brésil avec ce combat contre l'administratif, pour faire simple. Hein. Time Bandit, c'est sympathique aussi, il faudra que je le revoie, mais on sent qu'il balbutie certaines choses encore. Là, on est dedans, et on voit encore certaines fragilités qui sont dues aussi à la production, au fait que ça parte dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est fascinant dans la façon dont il place son univers et dans la façon dont il installe le style Terry Gilliam. Évidemment, on retrouve déjà ces contre-plongées, la façon d'isoler les personnages dans des décors à la fois étouffants et trop grands pour eux, et ça c'est très 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 bon. Il y a un travail de cinéaste absolu pour... rendre compte de cette atmosphère, ce qui n'est pas facile. Hein. Il y a même des techniques de tournage par moment, notamment sur l'endroit de fin sur lequel je ne dis rien, qui sont assez remarquables pour l'époque. Le travail de maquette aussi probablement, même que voilà, jouer sur le petit et le grand, à un moment, il y a une scène alors, qui est anecdotique, il est en transfert d'un lieu à un autre, où on voit un monsieur qui s'occupe d'une sorte de maquette et on filme ça en grand comme si on croyait qu'on était dans le monde réel. Mais justement, c'est un monde tellement artificiel qu'on pourrait imaginer qu'on vit dans une maquette et qu'on place les pions, on les déplace. C'est un petit peu ça l'idée des personnages ici. Et évidemment, c'est influencé, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, par ces univers d'antan, un peu Fritz Lang et tout. Mais toute cette dystopie cinématographique, elle part de là. De toute façon, Metropolis, c'est le côté matriciel de ce genre de métrage. Et la façon dont l'histoire se met en place, en fait, sur le début, j'y croyais pas trop quand j'avais vu ça les premières fois, au moins les 2 premières fois. Mais en fait, ça confère à l'ironique globale et au cynisme de ce monde. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'un petit truc, d'une mouche donc, pour que tout se détraque là où c'est trop parfait. Voilà, c'est très... Donc, George Orwell est là, avec quelques slogans qui vont avec, ministère de l'Information, tout ce que vous voulez, on y est, hein, des slogans assez frontaux. Et donc, il y a cette mouche qui crée tout ce bazar, l'effet papillon derrière, hein, tout va s'enchaîner. Et alors, on peut se poser la question de pourquoi le titre s'appelle Brazil. Parce que c'est un choix assez étrange. Bon, déjà, il y a la BO, hein, le morceau, là, etc. Mais en fait, à la base, Gilliam, il a dû abandonner l'idée parce que budget resserré. Il voulait montrer que cette mouche qui vient tout parasiter, tout détraquer plutôt, c'est une mouche qui vient du Brésil et il voulait montrer le voyage de la mouche jusque-là. Donc bon, pourquoi pas. C'est un ailleurs qui vient perturber un système qui ferme les yeux sur la réalité de cet ailleurs potentiel.
C'est-à-dire que cette mouche pourrait créer une sorte d'échappatoire indirect, mais par la violence quand même, parce que ça crée beaucoup de morts et beaucoup de problèmes. Ok, c'est très intéressant cette idée. Et ça colle avec l'idée du rêve que fait Sam Laurie. C'est toujours le même, mais qui va être développé dans le film, c'est-à-dire que dès qu'il dort, et plus c'est affinité, même si ça se mélange jamais vraiment au réel, c'est intéressant, parce que c'est vraiment... Voilà, après il se réveille toujours, il s'imagine donc super-héros, enfin héros médiéval, c'est pour ça qu'on va penser à Munchausen d'avance, hein, et à sauver cette princesse, et à affronter le mal et tout. Ce qu'il ne peut pas faire dans le vrai, c'est-à-dire qu'il comprend que le mal, il est dedans, et il est seul, il aimerait ne plus être seul, il aimerait donc trouver cette dame, et il la trouve dans le vrai réel, c'est-à-dire que quand il sort de son bureau, quand il va sur le terrain, il rencontre cette voisine-là, qui est dans la triste réalité d'un drame. Et après, elle est dans la triste réalité. Elle lui fait la remarque, hein, quand il la suit après, qui est complètement hermétique à la réalité des choses. Et elle, c'est vraiment la cagnoneuse, c'est l'anti-princesse. Hein. C'est la femme indépendante qui ne veut pas l'écouter et qui ne lui fait pas confiance. Mais après, évidemment, les choses changent. Et tout cet entourage autour de Sam Laurie est terrible. Parce qu'il vit donc dans un monde qui n'est pas... vivable. Alors, il a ce boulot, donc il est confortable dans ce système, même que sa mère, qui se fait tirer la peau dans tous les sens, on est dans l'artificialité, absolue, dans un monde ultra-consumériste, ultra d'apparence, ultra-industriel, ultra-bureaucratique, bref, pollution, tout ce que vous voulez, mais où il n'y a rien qui est vraiment palpable dans les sentiments et la réalité, la vraie. La mère, elle a des liens avec le haut pouvoir, elle veut même lui faire monter les échelons, il refuse, mais il va devoir accepter cela pour, paradoxalement, sauver cette femme et en sortir du système. Il met les doigts dedans, quoi, dans l'engrenage. Ça renforce l'absurde, avec des scènes que, oui, Franz Kafka n'aurait pas renié, parce que quand on dit dystopie, tout ça, on y pense aussi à Kafka. Autant à Metropolis, Orwell que Kafka, vous prenez ces influences-là et vous avez beaucoup de films comme ça, dans un futur négatif, qui ont été faits. Et ces idées de rêve et tout, les retours à la réalité sont violents. Et c'est amusant parce qu'il y a ce personnage de Harry Tuttle, là, Robert De Niro, qui est vraiment présenté comme vrai super-héros, même que quand il s'en va, 2 fois, la même scène d'ailleurs qui a été collée, hein, il part comme Spider-Man, quoi, à travers les grands buildings. Et il apparaît comme presque irréel, ce personnage. Pourtant, c'est lui la réalité du truc qui cause le problème du système et qui a causé tout ce souci. Il y a une scène vers la fin qui même presque veut le sortir du réel, mais en fait étant vraiment dans le réel. Je vais faire la zone spoiler. Et donc, cette quête impossible de Sam Laurie, ou pas, cette idée d'amour, il trouve ça dulciné ou non. Donc Quichotte, donc, dans un monde qui... Ouais, c'est presque Winston Smith aussi dans 1984, il est dans le système et il essaye de s'en émanciper, mais ça devient compliqué. C'est que l'amour qui pourrait le sauver, mais est-ce que c'est possible dans ce monde-là? Donc vous avez de magnifiques scènes très fortes, hein, donc là qui jouent beaucoup sur les décors, les grands angles, les contre-plongées, bref, c'est purement Terry Gilliam, mais il y a des détails que l'on voit au fur et à mesure des revisionnages qui sont florissants dans l'univers, et ça, c'est à saluer. Donc le film est très bien, bien évidemment, voilà. Ça sera peut-être pas mon préféré de Terry Gilliam, jamais, mais franchement, évidemment que c'est la matrice de ce qu'il fera par la suite. Spoiler pour la résolution. Donc, bon, comme l'administration, la bureaucratie finit toujours par rattraper Sam Laurie, puisqu'il est encore plus dedans, à un moment, il ne réussira pas. Voilà. Même s'il arrive à toucher son rêve, c'est-à-dire que il y a une histoire d'amour qui va se décupler quand même, il va réussir à passer la nuit de ses rêves, hein, jusqu'au rêve qu'il va faire avec sa dame, après l'avoir effacée du système, c'est-à-dire qu'il la tue aux yeux du gouvernement, pour pouvoir vivre ce moment avec elle. Mais en fait, c'est pas possible. On le traque et on le retrouve toujours. Tant et si bien qu'il est arrêté, interrogé, elle est tuée hors champ, ellipse brutale, ça c'est très fort, parce que le retour au réel est violent, alors qu'il a fait un dernier rêve avant, hein, voilà. Des fois c'est des rêves, des fois c'est des cauchemars. Et donc il y a ce final qui est très parlant, où il est interrogé, où on arrive un peu en mode fin 1984, hein, de Orwell. Et il y a ce moment où il s'imagine sauvé donc par le Harry Tuttle, plombier alpiniste qui descend dans ce magnifique décor cylindrique là où il y a vraiment un grand jeu. Ça a été tourné dans une vraie tour, hein, qui n'existe plus d'ailleurs, mais un jeu de caméra. Enfin bon, il y a tout un délire là-dessus, c'est assez fort. Interrogé par son pote, là, joué par Michael Palin, qui a un masque de bébé, alors c'est une sorte de masque aussi, les apparences dans le film, hein. Le masque de la mère qui devient plus jeune et qui d'ailleurs ne fait plus qu'une avec celle qui est morte, son amour, c'est terrible d'ailleurs, cette violence-là, et d'ailleurs c'est là
où dans cet interrogatoire, il est soi-disant sauvé, et il va soi-disant voir sa mère, justement, qui devient jeune, dans une sorte de funérailles absolue, il va tomber dans le cercueil vide, là, et là c'est Kafka, hein, c'est absolu. Et on comprend très vite que c'est pas réaliste. Pourtant, le film avait une forme de réalisme, quand même, quand on était dans la réalité. Certes, c'est une dystopie et tout, mais il n'y avait rien de fantastique. Et en fait, on comprend que l'interrogatoire, il n'a jamais été sauvé, quoi. Il est dedans, et il est même torturé, et en fait, il est bloqué à jamais dans ce rêve, dans ce monde fantasmé, avec la chanson qui revient. C'est-à-dire que c'est une fin triste. Le gars, il perd, et il ne sera plus jamais dans le réel. Il a perdu celle qu'il aime, voilà. Mais, c'est terrible, parce que le discours, il est là, dans ce monde-là, impossible de s'en sortir. Donc, eh ben, tant pis, au moins il est enfermé, et il est perdu dans ces méandres hallucinés pour toujours, et au moins là-dedans, il va vivre le bonheur dans cet endroit bucolique et tout. Il devient le chevalier servant et qui a réussi à avoir la princesse et qui va vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours avec elle. Conte de fées, quoi. Mais en fait, il est comme mort. Évidemment, scène d'interrogatoire, tout ça. Ça peut rappeler aussi Orange Mécanique, mais c'est pas pareil. Les influences sont là. Fin que je trouve faussement happy end, qui n'est pas un happy end, parce que c'est fantasmé, mais au final, n'est-ce pas une forme de happy end terrible, terriblement violent. Il n'aurait pas pu mieux finir, à moins que finalement mourir aurait été la meilleure solution. Je ferme ma zone spoiler, donc voilà, Brésil, 40 ans, bah écoutez, moi j'attends surtout vos retours dessus, parce que moi je suis allé comme ça un peu pêle-mêle à l'image du film. Les analyses ont déjà été faites et refaites, beaucoup d'écrits dessus. Ah, c'est que mon ressenti, c'est un ressenti qui a été mûri par rapport au visionnage successif. C'est un film qui est fascinant, que je ne reverrai pas 1000 fois dans ma vie, que je reverrai encore certainement, qui m'a peut-être pas encore livré tous ses secrets, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais on le voit, le travail formaliste, mais à la façon Gilliam, est assez fort dans cette création d'univers, dans cet isolement perpétuel et tentative par chimère d'en sortir. Évidemment qu'on comprend d'emblée qu'il arrivera à faire son Don Quichotte, et fort heureusement il a pu le faire. Et c'est passionnant. Voilà, l'univers de Terry Gilliam est passionnant. Et je ne peux vous conseiller que d'ailleurs pratiquement tous ces films. Et il m'en manque plein. Enfin, il m'en manque encore 4-5, je pense avoir. Mais Munchausen, ouais, voyez-le aussi, parce qu'on en parle rarement. C'est vrai que ça a été une vraie claque quand je l'avais découvert. Bref, à vous la parole. Et dites-moi donc ce que vous avez comme rapport avec ce Brazil. Ciao. Non, là, je me trompe sur mon message de fin, ce qui est très rare, c'est parce que je suis dans un autre monde. À la prochaine, ciao.